Bonjour les enfants, ben voilà, ça y est, c'est les vacances. Il est donc temps de faire un petit peu de mathématiques, vous qui aimez tant ça. Alors, on va donc aujourd'hui revoir, faire ce brevet que vous avez passé il y a quelques jours pour vous qui étiez en troisième. On va le corriger, comme ça vous saurez un petit peu ce que vous avez fait de bien et d'un peu moins bien. Alors, il y avait donc 5 exercices, chacun valait 20 points. On va commencer par le premier. Premier qu'on avait fait en classe déjà, du moins pour une partie de l'exercice. C'est un exercice assez classique sur Thalès. Alors, une famille se prend au bord de la rivière, on a quelques infos. Et il faut d'abord démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. C'est-à-dire la droite AC, c'est-à-dire celle-ci, et BD, c'est-à-dire celle-ci. Alors, pourquoi est-ce que ces droites sont-elles parallèles? Alors là, c'est relativement simple, hein. Il suffit de voir que ces deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, qui est celle-ci, qui est la droite AE ou AB ou EB, on peut la nommer comme on veut, parce qu'il y a 3 points qui sont alignés. On sait que c'est perpendiculaire, c'est codé ici. C'est codé ici en angle droit et c'est codé ici en angle droit. Donc c'est bon. On a tout ce qu'il faut pour dire que c'est parallèle. C'est la chose qu'on a vue en sixième, hein. Lorsque deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, elles sont parallèles. Alors, on écrit tout simplement première question. On a la droite AC qui est perpendiculaire à la droite AB et la droite BD qui est perpendiculaire à la même droite AB. Et donc, la droite AC est parallèle à la droite BD. Tout simplement, comme on fait en sixième. Pour avoir corrigé les brevets de certains, je sais pas quelle classe, quel collège c'était ce que je corrigeais. Eh bien, il y a eu évidemment des personnes qui ont fait très différemment de ça, hein. C'est écrit un peu gros là, on va peut-être réduire un peu la taille. Voilà, ça me paraît pas mal. C'était quoi? C'était, qu'est-ce qu'il me disait? Oui, il disait tout simplement, j'encadre ici avec un gros trait en rouge qui sert à rien, hein. Ils ont essayé d'utiliser la réciproque de Thalès pour prouver que les droites étaient parallèles. Bon, évidemment, c'est pas possible, parce que pour appliquer la réciproque de Thalès, il aurait fallu avoir des côtés connus. Alors, on avait évidemment ces deux côtés connus. Petit problème encore, j'ai encore du mal à me réhabituer au stylet. On a ce côté connu qui fait 20 pas, ce côté connu qui fait 5 pas. Et donc là, c'est bien deux côtés qui vont avec, donc pas de problème. Mais par contre, après, on avait rien d'autre. On avait ce côté-là, mais on n'avait pas celui-ci. Donc il n'était pas possible de faire la réciproque de Thalès. Et d'ailleurs, on ne connaît pas celui-ci parce qu'il va falloir le trouver tout à l'heure en appliquant justement le théorème de Thalès. Alors ici, j'essaye d'effacer un peu tout ça, tout ce que j'ai rajouté en trop. Voilà, c'est très en trop ici. Même celui-là. Alors, comment on va faire maintenant pour trouver la deuxième question qui est donc calculer AC. Calculer AC, la longueur AC. Alors tout simplement, c'est facile, hein. Là, on est totalement en configuration de Thalès. Configuration de Thalès. Style papillon, comme on dit. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la droite CD et la droite AB qui sont séquentes en E. Alors n'oubliez pas, normalement dans Thalès, il faut aussi avoir des points alignés. Il faudrait préciser que les points C, E et D et A, E et B sont alignés. Mais comme je dis ici que la droite CD et AB sont séquentes en E, donc E est un point de CD et un point de AB, ben forcément CD et E et AB et E sont alignés. Donc en parlant ainsi de séquentes, ben on n'a pas besoin clairement de repréciser que les points sont alignés, c'est une évidence par les séquentes. On peut le rajouter si on a peur que le correcteur ne comprenne pas ce qu'on veut dire, mais mathématiquement c'est suffisant. On a également besoin de parallèles. Et effectivement, on a ici la droite AC qui est parallèle à la droite BD. C'est ce qu'on vient de prouver dans la question petit 1. Donc, on peut utiliser le théorème de Thalès.
Et que nous dit-il? Il nous dit qu'on a trois fractions qui sont égales. Alors, EC sur ED, par exemple, donc en utilisant les côtés pour ici. Alors, je crois que le CTRL-Z ne marche plus, là, en fait. Et je suis obligé, pour effacer, de passer par la gomme. C'est un peu embêtant. Voilà. Donc, EC sur ED. Avec E qui est le point d'intersection des droites, donc c'est à partir de ce point-là qu'on fait que partent les longueurs. EC sur ED, l'équivalent de EC pour l'autre longueur, ce sera donc EA. EA sur EB, et évidemment CA sur DB. Là encore, dans la correction, certains ont mis comme longueur AB. Mais AB, ça marche pas parce que le point AB, c'est pas une des parallèles justement, et le point, c'est le point E qui est le point où les droites sont séquentes. Donc c'est à partir du point E que partent les longueurs de là où c'est pas les parallèles justement. Donc EC sur ED égale EA sur EB égale CA sur DB. Et évidemment, ED sur EC, EB sur EA, DB sur CA, ça marche aussi, à condition que tout soit inversé, hein, évidemment. Alors, de quoi on va avoir besoin ici? On a besoin évidemment de AC, puisque c'est ce qu'on cherche. Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît DB, ben heureusement, comme ça on a notre fraction ici. C'est quoi ça? C'est des paillettes, ça. Okay, je pensais que c'est du vert. Ben, ce sera des paillettes, très bien. On a quoi encore qu'on connaît? On a AE qu'on connaît, donc EA qu'on connaît. Et on a également EB qu'on connaît, qui est celui-ci. Donc finalement, c'est clair qu'on va devoir utiliser ces deux fractions-là, en particulier on a donc EA sur EB qui est égal à CA sur DB. On fait le produit en croix en commençant toujours par ce qu'on cherche. Hein. Donc ça nous fait CA multiplié par EB est égal à EA multiplié par DB. Je cherche CA, donc c'est le EB qui me dérange. Je vais donc m'en débarrasser. Comment on se débarrasse d'un EB qui est multiplié à ce qu'on cherche? Toujours pareil, en multipliant, enfin ça c'est un D, je vais barrer tout correctement, en multipliant de chaque côté par 1 sur EB. Multiplié par l'inverse de ce qui va nous déranger, là, qui est multiplié à cet inconnu. Ce qui nous fait... Ouh là là. La gomme, c'est ça. Hop, on va effacer ici. Ce qui nous fait donc un... Hop, si on tire un trait ici pour une colonne. Eh ben... Si on fait une mise à jour, je suis pas encore au point sur la mise à jour, visiblement. Alors pas du tout. Alors donc, je reviens donc à mon calcul. CH, que je vais réécrire AC, comme ça je serai directement dans ce que demandé dans l'énoncé. Et donc égal à EA multiplié par DB sur EB. Je remplace par les valeurs. Et ça nous fait donc EA, ça vaut combien? EA, ça vaut 20. Multiplié par DB qui vaut 1. Divisé par EB qui vaut 5. Donc ce qui nous fait un 20 sur 5, c'est-à-dire 4. On était en pas, donc 4 pas. Voilà, donc 4 pas pour traverser la rivière. C'est pas non plus une rivière gigantesque. Très bien. Pour les questions qui suivent, on assimile la longueur d'un pas à 65 cm. Très bien. Montrer que la longueur CE vaut 13,3 mètres. En arrondissant au décimètre près. Alors, c'est quelle longueur qu'on cherche? La longueur CE.
donc ici. Avant de calculer, de venir réellement à ce calcul-là, je reviens sur la question 2 que j'ai réalisée donc avec Thalès. Il y a une autre manière de faire, hein, qui parfois même en termes de calcul est plus rapide. C'est celle qui utilise les triangles semblables. Évidemment, ici, les triangles AEC et EDB sont semblables. Alors pourquoi sont-ils semblables? Ben, il n'y a pas de manière de le voir, hein. Ne serait-ce que par exemple, ben, il y a ici un angle droit, ici et là. Et ici on a des angles opposés par le sommet qui ont donc la même mesure. Donc on a donc ces deux triangles ont deux angles de même mesure. Donc ils ont trois angles de même mesure. Et donc ils sont semblables. Et comme de ce côté-là à celui-ci, ce côté homologue, ben on passe de l'un à l'autre en faisant x4. 5 fois 4, ça fait 20. Et ben de ce côté-là, qui faisait un pas, au côté AC cherché, qui sont homologues aussi, eh bien on fait également x4. Et 1 fois 4, ça fait 4. Donc la distance AC mesure directement 4 pas. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus rapide en fait. Hein. Après, tout ça, il faut l'écrire hein, pour expliquer tout ça. Mais finalement, c'est assez facile, assez rapide à faire, en passant par les triangles semblables. Petite difficulté malgré tout, j'ai dit que les angles opposés par le sommet, donc les deux angles de sommet E, étaient opposés par le sommet et donc avaient la même mesure. C'est vrai que maintenant en cinquième, ça a été enlevé du programme. Donc il faudrait le prouver qu'ils ont la même mesure. Mais rappelez-vous, c'est assez facile, puisqu'il suffit de dire, alors que je reprends un stylo ici, il suffit de dire que ici on a un angle qu'on ne connaît pas, d'accord, mais l'angle qui va, on va l'appeler X par exemple. Eh bien, ça veut dire que l'angle ici, jusqu'à l'autre côté, ben lui il vaut 180 moins X, puisque l'angle AEB, lui, est forcément un angle plat, parce que les points sont alignés. D'accord? Et donc maintenant, puisque cet angle-là vaut 180 moins X, ça veut dire que l'angle qui est là, combien vaut-il lui? Ben, je m'intéresse maintenant à cet autre angle plat qui est là, qui vaut donc forcément 180 degrés. Et donc lui, que vaut-il? Ben, il vaut 180 degrés moins ceci, moins 180 moins X. Ce qui fait donc 180 moins 180 plus X, en enlevant les parenthèses avec le moins devant, en changeant les signes dans la parenthèse, ce qui fait X. Et donc on retrouve bien que l'angle qui est là vaut X également. Donc on ne connaît pas la valeur de l'angle, hein, mais les deux angles ont forcément la même mesure. Voilà. Voilà donc pour justifier le fait qu'ils étaient bien semblables. Voilà. Allez, j'efface tout ça. Pas très pratique. Et on peut passer maintenant à la question 3. Montrer que CE vaut donc 13,3 mètres en arrondissant au décimètre près. Alors, ici on voit quoi? On voit qu'évidemment, puisqu'on a fait exprès des angles droits, c'est que ici, CE, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont on connaît tous les côtés. Ici, j'ai 20 pas et ici, j'ai 4 pas que je viens de calculer. Donc évidemment, on peut donc utiliser le théorème de Pythagore pour trouver la longueur EC. Alors on a deux possibilités. Soit on remplace dès maintenant les pas par des centimètres, et on fait Pythagore avec les centimètres, ou alors on fait Pythagore avec les pas, et après on transforme à 100 centimètres. Voilà, donc je sais pas quelle est la manière la plus simple, on va faire avec les pas. Ouais, moi je préfère faire comme ça, travailler avec les pas, puis traduire après en centimètres, mais c'est pas forcément mieux. À voir. Alors on a quoi ici? On a AEC, rectangle en quoi? En A. Donc d'après le théorème de Pythagore, j'écris pas mieux en vieillissant. On a quoi? On a donc le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire donc EC au carré, qui est égal à la somme des carrés
des autres côtés, c'est-à-dire AE carré plus AC carré. Donc ce qui nous fait un EC carré qui est égal à AE. AE c'est combien? C'est 20. Donc 20 au carré plus AC c'est 4, donc 4 au carré. Ce qui nous fait donc 20 au carré, ça nous fait 400. Plus 4, ça fait donc 16. Ce qui nous fait un EC carré qui est égal à 416. 416, et donc EC qui vaut racine 416. Je pense pas qu'on tombe juste, hein. Voilà, donc 416 en racine, si vous voulez, racine c'est ici. 416 racine. Ouais, il a fait n'importe quoi, lui. Alors, 416 racine, ça nous fait environ 20, etc. Donc, c'est pas une valeur simple. Donc, je vais pas me prendre la valeur approchée maintenant, parce que si je me mets ici, je ne saurais pas à combien je vais devoir m'arrêter, parce que je suis pas. On m'a donné une précision en termes de centimètres, pas en termes de pas. Donc, je vais garder ma valeur exacte en pas ici. Et pour l'avoir donc en centimètres, il va falloir que je prenne ce 416 ici et que je le multiplie par 65 pour avoir donc un nombre de centimètres. Donc je fais mon racine de 416 qui est là multiplié par 65. Et là je trouve ceci. Pourquoi est-ce que... Voilà, c'est en centimètres, mais finalement, moi, en fait, c'est en mètres qui m'intéresse plutôt. Donc, plutôt que de multiplier par 65, je vais multiplier par 0,65. Comme ça, j'aurai directement ça en mètres, qui est ce que je cherche. Donc, je refais mon calcul de départ. Mon 416, je passe à la racine, je multiplie par 0,65 et j'obtiens 13,257. Comme je vais arrondir de façon au dixième, eh bien ça me fait donc EC qui est à peu près égal à 13, alors je regarde, hein, je choisis entre 2 et 3, 13,2 ou 13,3, mais quand après le 2 il y a un 5, j'ai dépassé le milieu finalement, donc j'arrondis à 13,3 mètres. Vous avez vu ici, important, puisqu'on a des problèmes de conversion justement, donc j'ai rajouté les flèches ici, eh bien on insiste sur l'unité que l'on a à chaque fois. Ce qui permet ainsi de comprendre comment est-ce qu'on passe d'une ligne à l'autre, pourquoi on garde égal, alors qu'une fois on a racine 416, et de l'autre côté on a racine 416 fois 0,65. Donc on insiste sur les unités pour permettre tout simplement de mieux comprendre cette égalité. D'accord ? Voilà, donc c'est terminé, c'est assez facile. Un Pythagore assez habituel et une approximation à la fin classique également. Si on avait remplacé les unités, les parts par des centimètres ou par des mètres directement, hein, on aurait pu faire ça également pour tomber directement sur ce résultat sans avoir à faire le fois 0,65 à la fin. On l'aurait fait au début en fait, hein, on aurait fait 20 multiplié par 0,65 pour avoir la distance en mètres, 4 fois 0,65 pour avoir la distance AC en mètres. On aurait fait calcul avec ces nombres-là, tout simplement. On aurait sans doute eu besoin de la calculatrice plus tôt pour faire ces carrés-là, alors qu'avec 20 et 4, on pouvait les faire de tête. Continuons les enfants. L'un des enfants lâche un bâton, bravo, dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C. Alors, je vais monter ici. Voilà, juste le dessin, ça me suffira. Alors, que faut-il? Calculer la vitesse. Alors, ils n'ont pas dit la vitesse moyenne, hein, parce qu'en fait, il va en ligne droite, mais on n'a pas dit qu'il allait toujours à la même vitesse. Donc c'est la vitesse moyenne en réalité qu'on demande ici. Alors là c'est très simple, hein. La vitesse vous la connaissez, la vitesse c'est la distance divisée par le temps. Et de toute façon si vous l'oubliez, vous avez l'unité ici. Mètre par seconde, mètre divisé par seconde. Donc c'est bien une distance divisée par un temps. Donc si on oublie la formule, l'unité elle-même vous donne la formule. Donc la question 4, c'est donc la vitesse...
Alors, moyenne, mais vu que j'en parle pas, c'est pas la peine de le préciser ici. La vitesse du bâton est, alors je vais l'appeler V. Alors la distance c'est EC, divisé par le temps. Le temps c'est 5 secondes. Alors évidemment EC doit être en mètres, puisque on veut une vitesse en mètres par seconde. Donc il faut une distance en mètres et une durée en secondes. Ça tombe bien. La distance EC, on l'a écrite en mètres. Et le temps, on vous le donne en secondes. Donc tout va bien. EC, et donc ici, EC sur 5, environ 13,3 sur 5, ce qui fait environ 2,66 mètres par seconde. J'aurais pu éviter une calculatrice pour ça quand même. Enfin, c'est pas grave, c'est les vacances, je suis flemmard. Bon, 2,66 mètres par seconde à peu près, évidemment. De toute façon, c'est pas une valeur exacte, hein, c'est une valeur approchée. Puisque la distance elle-même EC était une valeur approchée également. Si on voulait avoir une valeur exacte, il aurait fallu rajouter ici un égal racine de 416 fois 0,65 sur 5. Ce qui aurait fait après racine de 416 multiplié par, alors 0,65 divisé par 5. Ça aussi je peux le faire de tête, mais je suis fatigué ce matin, enfin, d'autant que c'est l'après-midi. 0,13 fois 0,13 qu'on aurait plutôt... Voilà, ça aurait été la valeur exacte de la vitesse. On peut le vérifier d'ailleurs, hein. 416, on prend la racine, on le multiplie par 0,13, ça nous fait 2,65, hein, 2,65, alors que là on a arrondi à 2,66 là. On a quand même fait pas mal un arrondi qui finalement se décale un petit peu, enfin on n'est quand même pas très loin, donc ça reste correct. Est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km par heure? Ben, on va regarder. Comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement, on va prendre la valeur approchée. On va pas s'embêter de revenir avec la valeur exacte. Les 266 mètres par seconde, on va seulement les convertir en kilomètres par heure. Et on va regarder si on est bien, quoi. Alors, 2,66 mètres par seconde. Remarquez que j'ai pas remarqué à côté que c'est V, parce que justement, c'est pas exactement V. C'est quoi? C'est 2,66 mètres divisé par une seconde. Alors ça nous fait quoi ça? Puisqu'on le veut en kilomètres par heure, ben, il faut traduire ces 2,66 mètres en kilomètres, ce qui fait donc 0,00266 kilomètres. C'est bien ça. 1, 2, 3, c'est bon. Divisé par une seconde. Une seconde, c'est combien d'heures? Ben, une seconde, c'est 1 sur 3600 heures. Ce qui nous fait donc 0,00266 multiplié, parce que là je divise par une fraction. Donc c'est multiplié par l'inverse de cette fraction. L'inverse de 1 sur 3600, c'est 3600. Ce qui nous fait donc 0,00266 fois 3600. Et ça, je prends une calculatrice pour voir ce que ça donne. 0,00266 multiplié par 3600. Ça nous fait 9,576. 9,576 km par heure. Et c'est bien inférieur à 10 km par heure. Et en plus, c'est assez largement inférieur, ce qui veut dire que c'est pas la petite imprécision qu'on a à cause de la valeur approchée de EC, donc le 2,66 au lieu d'un 2,65, c'est pas ça qui va empêcher quoi que ce soit, d'autant plus que, de toute façon, vous avez vu, la valeur exacte, elle donnait une valeur approchée qui était un peu plus faible que 2,66. Donc on est largement encore plus en dessous des 10 km par heure. Donc oui,
Donc oui, le bâton se déplace à une vitesse moyenne. Ça y est, là, ils en parlent de vitesse moyenne. Inférieure à 10 km par heure. Voilà. Il y avait 20 points là-dessus. Du très classique, vous avez vu, hein, du Thalès, du Pythagore, des vitesses, pas très compliquées, une conversion de vitesse, c'est assez facile également. C'est d'un niveau inférieur à troisième, ça, donc vous êtes largement capable de le faire. Le petit 1, ben aussi, hein, les sixièmes font ça. Enfin, avec moi, c'est alors chapitre 4, donc c'est vraiment en début d'année. Après, d'autres peut-être qu'ils le font un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de bien connu. Donc, un exercice 1, assez classique, voilà, qui est pas facile, il est classique. Ceux qui ont travaillé, bon, on fait ça déjà des centaines de fois, avec des dizaines, et donc on su sans doute très bien réussir à faire cet exercice. 20 points dans la boîte. Allez, on continue avec le nouvel exercice. Deuxième exercice maintenant rapide, puisqu'il s'agit d'un QCM. Il suffit donc de trouver la réponse et de la marquer. Sans avoir à écrire tous les calculs, tout le raisonnement. Donc ça permet d'aller plus vite, évidemment. Même si, attention, il faut quand même faire attention, parce que, évidemment, il ne s'agit pas de répondre au hasard. Même si, dans ce cas-là, puisqu'il y a un point, même 4 points par bonne réponse, si on ne sait pas, on met au hasard. Plus tard, quand vous serez plus grand, si vous faites faux, ça fera des points en moins. Mais pour l'instant, non. Alors, on en profite. Si on ne sait pas, on met au hasard. Enfin, aujourd'hui, on va réfléchir pour répondre autrement qu'au hasard. Premier exercice. On considère donc les deux figures suivantes, donc de polygones. Par quelle transformation la figure 2 était l'image de la figure 1 ? On voit bien ici qu'il y a eu un déplacement, tout simplement. Et ce déplacement, c'est ce qu'on appelait en classe de quatrième une translation, tout simplement. Donc ici, très facilement, on peut donc dire que... Alors, je suis ici en mode noir, c'est bon. Je peux donc dire que c'est une translation. C'est la réponse A. Deuxième. Oui, deuxième donc. On considère la représentation graphique de la fonction g suivante. Quel est l'antécédent de 2 par la fonction g ? L'antécédent, c'est le nombre qui, si on lui applique la fonction g, donne 2. N'oubliez pas ici. Ici, on a des nombres. Alors ici, on va essayer d'éviter de changer le zoom à tout bout de champ. Lorsqu'on a donc un nombre ici, 2 par exemple, si je monte jusqu'à la droite ici, tac, 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 je suis en abscisse, en ordonnée 4, ça veut dire que l'image de 2, c'est 4. F de 2 égale 4. Sauf que là, c'est pas ce qu'on demande. Ici, on demande non pas l'image de 2, mais l'antécédent de 2. Alors, qu'est-ce que va être l'antécédent de 2 ? Il faut donc que j'aille à 2 au niveau des résultats, c'est-à-dire ici, et que j'aille voir qu'est-ce qui a pu donner ce 2. Donc je vais jusqu'à la droite ici, et je redescends, et je vois que c'est le 1 qui a donné le 2. Le 1, lorsqu'on lui applique la fonction g, il donne 2. L'image de 1, c'est 2. Donc l'antécédent de 2, c'est 1. Réponse B. Troisième question, sur la fonction f définie par f, la fonction qui s'associe 3x carré moins 7, quelle affirmation est-elle correcte ? F déjà est une fonction affine, non, à cause du x carré, on sait que c'est pas une fonction affine. F de 3 égale 20, je calcule, hein. F de 3, c'est quoi f de 3 ? F de 3, c'est 3 fois, je remplace x par 3, tout simplement. 3 au carré moins 7, ce qui fait 3 fois 9 moins 7, ce qui fait 27, moins 7, ce qui fait 20. F de 3 égale 20. Hop, c'est la bonne réponse. J'ai même pas besoin de regarder là, si la réponse A est juste, puisque c'est marqué ici. Une seule réponse est exacte. Donc à partir du moment où j'ai la réponse B qui est exacte, j'ai même pas besoin d'aller regarder la question A. Alors, j'aurais pu faire la question A, j'aurais calculé f de 2 et j'aurais trouvé que ça ne fait pas 29. Et donc c'est faux, mais j'ai pas besoin de le faire puisque je suis déjà tombé sur la bonne réponse.
Question 4. On a relevé les performances en mètres obtenues au lancer du poids par un groupe de 13 élèves d'une classe. Quelle est la médiane de cette série de valeurs? Alors là, il faut quand même faire des choses, hein, parce que vous savez que la médiane, il faut reprendre la série et l'écrire dans l'ordre croissant. Alors, j'espère qu'on va pas en oublier, là, ici. Le plus petit que je vois, moi, c'est 3,41. Hein, si... 3,41. Ensuite, je vois quoi? Je vois encore des 3. Oui, je vois 3,7. 3,7. Qu'est-ce que je vois encore? Des 3, il n'y en a plus. Alors, passons au 4. Ça va être 4,01. 4,01. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est toujours embêtant de le classer dans l'ordre croissant comme ça quand c'est à la main. 4,28. Au tableur, c'est hyper facile. Hein. On marque trier et puis il fait tout seul. C'est très pratique. 4,62. 4,91. Ah, dû finir. Ah, j'ai oublié le 4,3 ici. Donc ici, 4,3. Donc j'espère qu'on le verra encore, qu'on le verra bien. Alors 4,3, ça y est, c'est fait. On va passer au 5. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai 5, 5,15. 5,15. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai 5,25. 5,25. J'ai 5,42, je crois. Ouais, il n'y en a pas d'autres. 5,42. J'ai aussi 5,82. Et enfin, j'ai 6,07 et 6,11. 6,07 et 6,11. Avant de continuer, je vais compter parce que je n'ai pas oublié. Il y en avait, à l'origine, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et à l'arrivée, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon, là, j'en ai pas oublié. Donc, puisque j'en ai 13 et que je suis donc en train de chercher les médianes, 13, je vais donc devoir partager ça en deux séries de même valeur. 13, je ne peux pas diviser par 2. Donc, je vais prendre 6 valeurs pour la première partie. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6 valeurs pour la deuxième partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai 6 valeurs ici. Et 6 valeurs est là. Et la médiane sera tout simplement ce qu'il y a ici. Donc j'ai ici 4,91. C'est la réponse B. Alors si je devais aller plus vite, puisque je sais que j'ai 13 valeurs, donc je vais donc devoir diviser par 2, je vais faire 6 avant, 6 après, et finalement prendre la septième. Ben, lorsque je classe mes nombres, ben, dès que j'ai trouvé ma septième, j'ai mon premier, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, mon cinquième, mon sixième ici et mon septième là, ben, j'ai pas besoin de continuer la suite en fait. Puisque c'est bon, là je sais qu'après il va me falloir avoir 6 valeurs. Finalement elles seront rangées, elles seront forcément plus grandes que 4,91, sinon on les aurait déjà rangées avant. Donc forcément c'est ma septième, c'est bon, c'est 4,91. J'ai pas besoin finalement de m'embêter à classer, à trier tous ces nombres là. Arrivé à septième, je peux m'arrêter et c'est 4,91. Dernière question, considère la configuration suivante dans laquelle les triangles sont semblables. Par quel nombre faut-il multiplier l'aire du triangle LAC pour obtenir l'angle du triangle BUT? Alors là, c'est assez facile également dans les triangles semblables. Vous savez, on a quoi ici? On voit que les triangles, les côtés qui sont homologues, par exemple chez LC par exemple. Alors, est-ce que je peux effacer ce qui m'a fait en trop? Oui. J'ai LC qui est le côté homologue avec le côté BT. Bah, facile parce que ce sont les côtés les plus grands du triangle, forcément. C'est forcément eux qui sont homologues. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? On passe de l'un à l'autre en multipliant par 3. Hein, 2,5 fois 3, ça fait 7,5. Si on ne le trouve pas, ben on fait 7,5 divisé par 2,5. Et on trouve assez facilement ce 3. Et donc, si les longueurs sont multipliées par 3, c'est que les aires, elles, sont multipliées par 3 au carré.
et 3 au carré, ça fait 9. Donc réponse C. Alors attention, n'oublie pas une chose, on a trouvé ça, parfait, non, mais il faut quand même donner la réponse sur le sujet. Il ne s'agit pas ici d'entourer les valeurs et de donner la feuille dans la copie. La feuille, vous deviez la garder. C'est bien marqué ici. Recopie sur la question, sur la copie, le numéro de la question et la réponse. Donc il fallait marquer. Donc pour l'exercice 2, donc exercice 2 déjà pour que ce soit bien marqué. Vous encadrez, vous mettez en valeur, vous mettez du rouge pour que votre correcteur voit bien votre début d'exercice, qu'il le rate pas. S'il le rate, il risque de pas le noter sinon. Alors question 1, par exemple question 1. Et vous mettez réponse A. Question 2. Réponse B. Question 3. Alors vous mettez éventuellement toutes les uns en dessous des autres, hein, ce serait plus joli à voir. Réponse B. Question 4. Ben B aussi. Et question 5. Là j'écris très très mal. Réponse C. Et voilà, c'est terminé pour l'exercice 2. On passe au suivant. Et voici donc le troisième exercice sur les cartes Pokémon que la collectionneuse compte revendre. Alors elle a 252 cartes feu et 156 cartes terre. Première question, on n'est plus dans les cartes, on n'est plus dans les Pokémon. Parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produit de facteur premier du nombre de 152 ? Alors on a plusieurs solutions. La première est bien sûr de décomposer 252 soi-même et de regarder laquelle est la bonne. Mais néanmoins, on peut aussi regarder s'il n'y a pas des propositions qui peuvent être éliminées de suite. Par exemple, la proposition 1, elle a un 9. Donc non. 9, c'est pas un nombre premier. La proposition 2, elle a un 21. Donc non, elle n'est pas valable. La seule proposition qui pourra être correcte, c'est la proposition 3, qui est la seule à n'utiliser que des nombres premiers. Donc voilà, c'est même à la limite, c'est même pas la peine de faire quoi que ce soit. À la limite, on va quand même continuer un petit peu. Imaginons qu'aucune des trois propositions convenait. Dans ce cas, on va quand même vérifier que la proposition 3 convient. Alors on va faire comment ? On va tout simplement dire, alors question 1, les propositions 1 et 2 comportent des nombres qui ne sont pas premiers. Donc, alors toute la ligne plutôt, donc elles sont à exclure. La proposition 3 n'utilise que des nombres premiers. Donc elle est valable. Il faut juste vérifier que est-ce que ce calcul, ça fait bien 252 tout simplement. Et 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 7, c'est égal à 4 fois 9 fois 7. Allez, tout simplement, on prend une calculatrice, hein, on s'embête pas pour ça. Hein. Alors, où est-ce que la calculatrice a disparu ? Elle a disparu, pourquoi elle a disparu ? Elle est là. Alors, 4 fois 9, 36, fois 7, 252, quelle surprise ! 252. Donc, là, c'est la proposition 3 qui convient. Proposition 3 qui convient. Et vous voyez que même dans cette dernière partie-là, où j'ai vérifié que la proposition 3 convenait, à la limite, si on suppose qu'il est comme une évidence qu'il y en a forcément une des trois qui est juste, ce qui est un peu sous-entendu dans l'énoncé, hein, à la limite, c'est même pas la peine de le faire. Hein. On dit la 1 et la 2 à virer, donc il reste plus que la 3. Voilà, mais enfin, c'était pas clairement dit qu'il y avait forcément une des trois qui était juste. Allez, on vérifie, ça prend quelques secondes, on peut le faire. Alors, elle veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire contenant chacun le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu, en utilisant toutes ces cartes. Ce qui veut donc dire que dans chaque paquet, par exemple, il y a 3 feux et 7 terres.
D'accord, ou 8 feux et 14 terres, ou un feu et 6 terres, on sait pas. En tout cas, c'est toujours le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu dans chaque paquet. Ça veut pas dire qu'il y a le même nombre de terres que de feu, ce que certains ont pu croire en première lecture. Je sais pas qu'en relisant bien l'énoncé, vous avez bien compris que le même nombre de cartes terre pour tous les paquets, le même nombre de cartes feu pour tous les paquets. Mais bien sûr, le nombre de cartes terre et de cartes feu ne peut pas être le même. Sinon, à l'arrivée, on aurait un total identique de feu et de terre. Ce qui n'est pas le cas. Il y en a 252 et 156. Alors, peut-elle faire 36 paquets? Ben, tout simplement, on voit que 252, qu'il y a 252 cartes de type feu, ben, elle peut faire 36 paquets. Puisqu'on a ici, regardez, le 252, c'est 36 fois 7. D'accord? Donc c'est bien divisé par 36. On préfère 7 paquets, 36 paquets, et dans chaque paquet, il y aurait 7 cartes. Cartes, c'est lesquelles 152, c'est les feux. Donc il y aurait donc 36 paquets. Dans chaque paquet, il y aurait 7 cartes feu. Mais peut-on faire 36 paquets avec les 156? D'ailleurs, on n'a pas répondu à la question B. Moi, je me lance dans l'exercice 2, mais j'ai pas répondu à la question B. Alors, on va le faire quand même, la question B quand même. Alors ça, c'était la question A, et après, on dira tout ça après. Hein, ce qu'on a dit, c'est pas perdu. Donner la décomposition, c'est la question B qui est ici, j'ai totalement oublié, raté. Donner la décomposition en facteur premier du nombre 156. Alors, c'est facile, hein. Vous savez très bien le faire. 156, on décompose, on prend la calculatrice. 156 est-il divisé par 2? Oui, évidemment. Donc c'est 2 fois combien? C'est 2 fois 78. Donc j'écris mon 2 et mon 78. 78 est-il lui aussi divisé par 2? Oui. Donc j'écris le 2 et ça fait donc 39. 2 et 39. 39 est-il divisé par 2? Ben non, évidemment. 39 est-il divisé par 3? Oui, parce que 3 plus 9, ça fait 12 et c'est dans la table de 3. Donc, il divisé par 3, c'est 3 fois combien? C'est 3 fois 13, hein. On peut évidemment faire la division. Pour vérifier, c'est le jour de l'examen, toujours un peu stressé sur les calculs, on ne va pas se tromper. Donc, on les fait plus facilement à la calculatrice. Ça fait 13, et comme 13, on le sait, est un nombre premier. Pas la peine de continuer les calculs, on sait que ce sera avec 13. On a donc 156 égale, alors 2 fois 2, qu'on écrit souvent 2 au carré, pour reprendre un peu le type d'écriture qu'il y avait dans l'énoncé, multiplié par 3, multiplié par 13. Voilà. Donc maintenant, on peut revenir à la question 2. On a donc vu que les 36 paquets ne poseraient aucun problème avec les 252 cartes de type feu, mais est-ce que c'est possible avec les 156 cartes de type terre? Est-ce que 156, est-ce que c'est 36 fois quelque chose? Ben, le plus simple ici, on peut le faire à la calculatrice. Hein. 156, on le divise par 36 et on regarde si on tombe sur un entier. Si on tombe sur un entier, c'est que c'est divisible, et sinon, ben, c'est pas divisible. Et on trouve 4,33333 jusqu'à l'infini. Ce n'est clairement pas divisible. Ce qui veut donc dire que 156 n'est pas divisé par 36. Alors on le voit ici. On n'arrivera pas à trouver, avec tout le nombre qu'on a ici, 2 fois 2 fois 3 fois 13, on n'arrivera pas en prenant quelques-uns ensemble, on n'arrivera pas à faire un 36. Donc ce qui veut donc dire que 156 n'est pas divisible par c'est combien par 36. Alors si on ne veut pas donner une réponse aussi brève que 156 n'est pas divisé par 36, on peut dire qu'on a 156 égale 36 multiplié par 4. En faisant la division, on a trouvé que c'était on trouvait 4 comme résultat entier. Donc 36 fois 4, ça fait 144. Qu'est-ce qui manque pour arriver à 156? Ben, il en manque 8. D'accord? 12. Voilà, parfois, il faut bien faire un peu de vérification à la calculatrice, parce que ça permet d'éviter d'écrire des bêtises. 12. Alors, c'est aussi que je suis avec mon truc ici. Plus 12. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait la division euclidienne de 156 par 36. Mon quotient, c'est 4. Et mon reste, c'est 12.
Qu'est-ce que ça signifie ça? Eh bien, on sait que c'est divisible, que 156 est divisé par 36 si le reste de la division euclidienne est égal à 0. Ben là, c'est 12. On peut donc bien conclure que donc 156 n'est pas divisible par 36. Voilà. Voilà. La première ligne, à mon avis, elle n'est pas indispensable. Hein. Enfin, on peut la mettre si on veut être encore plus clair dans ses explications. Donc, c'est elle. Elle ne peut pas faire 36 paquets. Voilà. Quel est le nombre maximal de paquets qu'elle peut réaliser? Bon, alors, on voit ici que dans cette... c'était un petit A, ça, mais dans le petit B. Bon, on voit que finalement, pour faire des paquets qu'elle peut réaliser, il faut que ce soit un nombre qui soit divisible aussi bien que 156 et 252 soient divisibles par ce nombre-là. Alors, le plus simple ici, de chercher les diviseurs. Alors, on va regarder. 156, on va chercher ses diviseurs. Alors, il y a plusieurs manières de faire, hein, évidemment. Une fois qu'on a cette décomposition, on peut s'en servir pour trouver les diviseurs. Concrètement, ça me paraît plus compliqué que de faire la technique classique. Parce que il faut parfois, donc on a 2 fois 3 ça fait 6, donc 6 c'est un diviseur, 2 au carré ça fait 4, donc 4 c'est un diviseur, 4 fois 13 ça fait 52 je crois, donc 52 est un diviseur, donc tout ça, donc on risque d'en oublier. Moi je préfère faire la méthode classique qu'on apprend assez rapidement et assez facilement. Alors je ne mets pas 156 égale du tout, j'efface tout ça, et j'écris tout simplement les diviseurs de 156 sont... Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, déjà, 156 divisé par 1, évidemment. Donc, et 156 divisé par 1, ça fait 156, ce qui veut dire 156 est également un diviseur. 156 est divisible par 2, oui, évidemment. Et 156 divisé par 2, ça nous fait 78. D'ailleurs, on avait fait tout à l'heure déjà ça. 78. 156 est-il divisible par 3? Oui. Et 156 divisé par 3, ça nous fait 52. Donc, 3 et 52. 156 est-il divisible par 4? Ah, bien sûr, si on n'a pas de calculatrice, c'est plus embêtant. Hein. Mais lorsqu'on l'a, ça va? Oui. Et il nous reste 39. 156 est divisé par 5? Non, évidemment. 156 est-il divisible par 6? Non, je suis comme j'étais à 5. Hein. Donc 6. Oui, c'est 26. 6. 26. 156 est-il divisible par 7? Là, je pense que c'est non. 156 est-il divisible par 8? Non plus. Est-il divisible par 9? Non plus. Divisé par 10, même pas la peine. Par 11, j'y crois pas un instant. Mais regardons. 156 divisé par 12. Oui, et ça fait 13, donc il y a 12 et 13. 12 et 13. Et après, donc 12, il y aura 13. Et comme 13 est déjà dans la liste, c'est que c'est terminé. Les diviseurs de 156 sont donc 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39, 52, 78 et 156. Passons maintenant aux diviseurs. Ici, je sais pas si c'est sur le bon mode. Les diviseurs de 252. 252. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai évidemment 1 et 252. 2. 252 est divisible par 2, évidemment. 252, on divise par 2, on trouve donc 126. Ensuite, c'est divisé par 3 également, évidemment. Donc, on trouve 252 divisé par 3, là on trouve 84.
c'est évidemment divisible par 4. Quand je dis évidemment, parce que de toute façon, dans la divisibilité, dans la décomposition, on a trouvé 2 au carré. Donc forcément, il y a 4. Donc 252 divisé par 4, 63. Par 5, non. Par 6, oui, évidemment. Puisque il y a 2 et 3, donc forcément, il y aura 6. 252 divisé par 6, 42. Donc j'ai 6 et 42. Par 7, ben oui, parce que dans la décomposition, il y est. 252, c'est divisé par 7, oui. Et on trouve 36. Donc 7 et 36, les fameux 36 paquets qu'elle voulait faire au départ. Après, par 8, ça devrait... Oh, pas gagner. Je pense pas que ça passe. Parce que sinon, ce serait 2 puissance 3 dans la décomposition. Donc par 8, ça marche pas. 252 par 9, ça fait 28. 28. Par 10, non, évidemment. Par 11, non. Mais vérifions. Ah, il est passé où lui? Non. 252 par 12, ça devrait le faire. Donc 12 et 21. Quand j'ai pas beaucoup de place encore. 200, après, j'ai quoi? 252. J'étais à 12, hein, donc à 13. Ben, ça marchera pas. Par 14. Là, ça marche. Donc j'ai 14. Bon, je vais marquer en dessous, j'ai plus de place. 14 et 18. D'accord, 14 et 18. Qu'est-ce que j'ai encore? J'étais à 14, hein. Donc 15, ça ne marchera pas parce que c'est pas divisé par 5. Par 16, ben non plus, c'est déjà pas divisible par 8. Par 17, ben non, parce que c'est dans le premier, donc sinon il aurait été dans la décomposition. Puis après, j'arrive à 18. Et donc, c'est terminé. 18 qui est déjà dans la liste. Donc, les diviseurs de 252 sont donc 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 36, 42, 63, 84, 126, 152. Et donc, les diviseurs communs sont 1, évidemment, 2, évidemment, 3, évidemment, 4, évidemment, 6 également, 12 également, et c'est tout. Les autres ne sont pas communs. Donc, le plus grand qu'ils ont en commun, c'est 12. Donc, hop là. Donc, le plus grand diviseur commun est 12. Donc, elle peut faire 12 paquets. Alors bien sûr, on peut faire plus rapide, hein. Plus rapide et plus simple que ça. Donc là, on a fait beaucoup de calculs qui n'ont servi à rien. Pour trouver le 28, trouver le 78, etc., ça n'a servi à rien. Donc après, on rentre réellement dans le calcul du PGCD, qui n'est plus vraiment au programme, même si de fait, on s'en sert. Hein. On s'en sert et donc on peut faire un vrai calcul de PGCD, tout simplement. Méthode de soustraction successive ou méthode d'Euclide. Ou également, regardez la chose suivante. Alors, je vais faire un petit paquet ici. 252, on l'a vu comme étant 2 puissance 3 fois 3 puissance... Non, 2 puissance 2. Et ici, 7. Et 156, lui par contre, on l'a vu, c'était un peu plus bas, un peu plus haut. C'est 2 puissance 3, 3, 13. Non, c'est 2 puissance 2 aussi. Qu'est-ce que j'ai avec ce 2 puissance 3? C'est 2 puissance 2 fois 3 fois 13. Eh bien, pour trouver ici ce qui a un diviseur qui sera commun aux deux, bien regardez, c'est très simple. Il suffit de se dire, voyez ce 2 au carré ici. Hop là, je retourne en petit, c'est encore mieux. Il a encore grandi la taille en faisant un trait. Et c'est pas grave, je vais garder le trait. Ce 2 au carré que j'ai ici, il est commun
au 2. D'accord? Ce 3 au carré, il n'est pas commun. Par contre, j'ai un 3 qui est commun. Le 13 et le 7, non, c'est pas commun. Eh bien, ce qui va être simplement le plus grand des diviseurs communs sera tout simplement 2 puissance 2 fois 3, c'est-à-dire 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Et donc très facilement, en faisant donc simplement la décomposition en facteur premier, cette décomposition, elle permet de trouver tous les diviseurs, mais c'est pas pratique à les trouver. Par contre, elle est très pratique pour trouver directement celui qui sera le plus grand de tous les diviseurs communs. Vous avez vu, il suffit de regarder ce qui est en commun pour tous les nombres premiers. Pour les nombres premiers, le 2, ben, ils ont la puissance 2 en commun. Pour le nombre premier 3, ben, ils n'ont pas la puissance 2 en commun, mais ils ont la puissance 1 en commun, le 3. Pour le 7, il n'y a rien en commun. Pour le 13, il n'y a rien en commun. On trouve donc directement le 12, ce qui permet bien sûr d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà. Combien de cartes de chaque type contient alors chaque paquet? Alors là, je vais passer un peu ici. Faire un peu de place. Alors, ben, puisqu'il y a tout simplement donc c'est question C ici. On est en question 2C ici. 2C. Puisqu'il y a maintenant, on sait qu'il y a 252 cartes. Alors, je ne sais plus lesquelles c'est, les cartes 252. Il va falloir que je remonte jusqu'en haut. 252, c'est les feux. D'accord? On a quoi? 252, c'est, puisqu'on veut faire 12 paquets, il faut faire 12 fois. 12 fois combien? C'est 12 fois combien qui fait 252? Parce qu'on n'a pas bien, on fait 252 divisé par 12 et on trouve 21. Donc, il y aura 21 cartes feu dans chaque paquet. Et on a 156, c'est 12 fois combien? Ben, on fait la division, hein, tout simplement. 156 divisé par 12, on trouve donc 13. Donc, il y aura 13 cartes. Alors, c'était terre, je crois. Hein. Terre dans chaque paquet. Voilà. Et là, on a réussi à trouver la question petit c. C'était bien terre. Hein, que je me trompe pas. Très bien, c'est ça. Troisième question, probabilité. Tiens, là, on change totalement de domaine mathématique, mais on garde nos cartes. Elle choisit une carte au hasard parmi toutes ces cartes, comme ça, tranquille. Elle a envie, elle le fait. Très bien. On suppose des cartes à l'initialement touchées, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas choisir la carte la carte qu'elle prend. Elle prend réellement au hasard. Calcule la probabilité que ce soit une carte de type terre. Tout simplement, c'est toujours pareil. Hein. La probabilité pour qu'elle prenne une carte de type terre, c'est le nombre de cartes terre divisé par le nombre de cartes au total. Donc la question 3, c'est il y a alors 252 plus 156 égale. Alors 252 plus 156, 408 cartes, dont les terres c'est 252, dont 200, dont 156, cartes feu. Carte feu. À chaque fois je vérifie. Non, carte terre. Je confonds tout ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste en Pokémon. Je mélange tous les cartes terre et feu. 156 cartes terre. C'est bien ça. Je vérifie quand même c'est bien ça. 156 cartes terre. C'est ça. Donc, la probabilité qu'elle choisisse, quelle est, voilà, une carte terre
est 156 sur 408. Tout simplement. Alors après, on peut être intéressé à simplifier la fraction, puisqu'on a trouvé que ces deux-là étaient divisibles par 12 à chaque fois. On peut donc simplifier par 12, et 156, bien évidemment, c'est 12 fois 13, donc c'est 12 fois 13. 408 sera forcément 12 fois. 12 fois quoi? Finalement, le nombre de cartes qu'il y a dans chaque paquet, finalement. Donc c'est 408 divisé par 12. Ça va faire 34. 34. Qu'on trouve également en faisant évidemment 21 plus 13. Hein. D'accord? En fait, ça. Et après, je simplifie ici par 12. Allez, on change de couleur comme on aime bien faire. Et il nous reste donc 13 sur 34. En réalité, on aurait pu faire directement 13 sur 34. Puisque finalement, vu que lorsque c'est rangé par paquet, tous les paquets sont les mêmes, la probabilité est la même si on travaille sur toutes les cartes ou si on travaille sur un seul paquet. Donc on aurait bien pu dire que chaque paquet, c'est 34 cartes, il y a 13 cartes terre, donc la probabilité de tomber sur une terre est directement de 13 sur 34. D'accord? On va quand même la calculer bien. 13 sur 34, voir si on peut donner ça en pourcentage. Voilà, c'est en valeur approchée ici. Hein. Donc c'est à peu près 0,38, c'est-à-dire 38%. D'accord? Donc environ 38% de chance de tomber sur une carte terre. Et voilà qui termine donc ce nouvel exercice. Passons maintenant à l'exercice 4. Dans cet exercice, x est un nombre strictement supérieur à 3. On s'intéresse aux deux figures géométriques dessinées ci-dessous, un rectangle dont les côtés ont pour longueur x-3 et x plus 7. Voilà pourquoi x est plus grand que 3, sinon x-3 pourrait être négatif, et c'est une distance, c'est pas possible. Il y a un carré de côté x. 4 propositions sont écrites ci-dessous, recopie sur la copie, c'est qui correspond à l'aire du carré. On ne demande pas de justifier. J'espère que vous avez ici hurlé intérieurement en vous disant « Mais pour qui vous prend-on » En brevet, en épreuve de fin de troisième, on vous demande la surface d'un carré quand même. Et en plus, même pas directement, on pose la question. On vous dit, parmi ces 4 propositions, laquelle est la surface d'un carré? Alors, c'est quelque chose de niveau école primaire quand même. Donc j'espère que vous avez été choqué, vous êtes senti insulté par cette question. Et j'espère que vous avez fait juste. Parce que de ceux que j'ai corrigés, il n'y a pas tout le monde qui a fait juste. Alors, 4 propositions sont écrites dessous. Évidemment, ici, l'aire d'un carré, vous connaissez ça depuis une éternité, c'est évidemment côté fois côté. Le côté, c'est x, donc c'est x fois x, c'est-à-dire x au carré. L'aire du carré est évidemment x au carré. Petit 2, montrer que l'aire du rectangle est égale à, et là on donne une formule. Là, il faut connaître l'aire du rectangle, que si elle n'est pas donnée. Alors pour la question 1, on a tout, évidemment on a eu ceux qui ont mis 2x parce qu'ils pensent que x fois x ça fait 2x, ceux qui ont mis 4x parce qu'ils confondent le périmètre avec l'aire, et ceux qui ont mis 4 plus x parce qu'ils connaissent rien. Voilà. Alors l'aire du rectangle. Qu'est-ce que c'est que l'aire du rectangle? C'est évidemment la longueur fois la largeur. La longueur c'est x plus 7. La largeur c'est x.3. Donc x plus 7 fois x.3. Avec les parenthèses, évidemment, c'est tout le x plus 7 qui est multiplié par tout le x.3. Ceux qui ont mis x.3 fois x plus 7, c'est pareil, ça marche tout aussi bien. Alors, égal. Alors là, on a donc deux parenthèses à multiplier. Distributivité double, hein, ce qu'on appelle les flèches. D'accord? On n'hésite pas à les redessiner si on en a encore besoin. On obtient quoi? Première flèche x fois x. Deuxième flèche moins x fois 3. Troisième flèche plus 7 fois x. Dernière flèche moins 7 fois 3. Je vous rappelle que pour les signes, hein, quand on fait des flèches, le plus simple c'est on ne s'intéresse pas d'abord à la multiplication, on va la réécrire, vous avez vu, et on s'intéresse aux signes. Donc quand je fais le x avec le moins 3, le x il a un plus, le 3 il a un moins, résultat moins. Et après j'écris x fois 7, x fois 3.
Quand je fais la troisième, le 7 avec le X, le 7 a un plus, le X aussi, donc c'est le plus qui l'emporte, donc j'écris plus, et après 7 fois X. Et pour le dernier, le 7 il a un plus, le 3 il a un moins, résultat moins, j'écris le moins, et après j'écris 7 fois 3. Et c'est dans la ligne qui suit que je vais commencer à faire les multiplications. X fois X, ça fait X au carré, moins X fois 3, ça fait donc moins 3X, plus 7 fois X, donc 7X, et moins 21. Et évidemment, les X vont ensemble, ce qui nous fait donc plus 4X et moins 21. Les X carré, c'est tout seul, donc il reste tout seul. Les X, il y en a moins 3 et 7, ça fait donc 4X. Et les moins 21, des nombres sans rien, ils sont tout seuls également. Donc il reste moins 21 à la fin. Et c'est exactement ce qui était demandé de prouver. Question 3. On a écrit le script ci-dessous dans Scratch. Ah, voilà l'exercice Scratch. On veut que ce programme renvoie l'aire du rectangle lorsque l'utilisateur a rentré une valeur de x, strictement supérieure à 3. Écrire sur la copie les contenus des 3 cases vides des lignes 5, 6 et 7 en précisant les numéros de lignes qui correspondent à vos réponses. Donc tout d'abord, on veut que vous répondiez qu'est-ce qu'il faut mettre dans la ligne 5, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la ligne 6 et qu'est-ce qu'il faut mettre dans la ligne 7. Déjà, comme ça, c'est clair. Votre correcteur comprendra bien ce que vous faites. Alors, c'est quoi ce programme? Quand on touche espace et pressé, d'accord, c'est comme si on faisait quand le drapeau vert est pressé, c'est pareil. Sauf que là, c'est qu'il faut appuyer sur espace et non pas sur le drapeau pour relancer le programme. Demandez combien vaut x et attendre. Mettre x à réponse. Vous voyez, normalement ici, dans un Scratch normal, le réponse ici serait en bleu. Là, il est en orange. D'accord, je ne sais pas avec quoi ils l'ont fait. Normalement, il devrait être en bleu. De toute façon, vous n'aviez que des photocopies noir et blanc, ça vous a pas dérangé. Alors, mettre x à réponse, très bien. Donc, c'est-à-dire que x, maintenant, il prend vraiment la valeur que vous avez choisie. Mettre r à x fois x. R, c'est quoi R? Ben, finalement, on voit bien que en commençant r par x fois x, c'est qu'on commence à faire le calcul du x carré qui est là, en fait. Donc on voit bien que finalement, petit à petit, on va faire les calculs du R, du résultat finalement, de l'aire du rectangle, petit à petit. Là, on commence par x fois x. X fois x, c'est x au carré, parce que Scratch n'a pas la possibilité de faire des puissances. Donc pour faire x carré, on n'a pas le choix, il faut écrire x fois x. Donc mettre R à x fois x. Après, il faut ajouter quelque chose fois x. Ben, on voit bien que ici, qu'est-ce qu'il fallait ajouter? Il fallait ajouter 4 fois x. D'accord? Donc ici, dans la ligne 4, dans la ligne 5, ben, il faut ajouter 4 fois x. Vu qu'il y a déjà le fois x et tout, qu'est-ce qu'il fallait marquer? Il fallait marquer 4. Et seulement ça. Vous avez vu, marqué ici, écrit sur la copie le contenu des 3 cases vides. Si vous écrivez tout le reste, si vous écrivez 4 fois x, etc., ou même le ajouter 4 fois x, etc., en fait, vous êtes en train de dire que dans la case vide, vous écririez ajouter 4 fois x. C'est pas ça, dans la case vide, il n'y a que 4. Techniquement, si on écrit, si vous écrivez ici dans votre réponse autre chose que 4, c'est faux. Bon, il y en a qui m'ont marqué le bloc en entier, j'aurais compté juste. Mais peut-être que quelqu'un l'aura compté faux. Ligne 6, ajouter encore quelque chose à R. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à R? Ben, une fois qu'on a mis le x carré au départ, qu'on a ajouté 4x, ben, ce qu'il faut ajouter maintenant, c'est moins 21. Donc je rajoute moins 21. Et enfin, dire dans la ligne 7, regrouper l'aire du rectangle et, donc l'aire du rectangle et, il faut le regrouper avec quelque chose. Ben, la réponse finalement, il faut écrire donc ici et ben, R tout simplement. Voilà ce qu'il fallait mettre dans la case vide, R. Alors le R, bien sûr, on n'écrit pas R au clavier là. On prend le R qui est entouré comme ça, qui est la variable R en orange. Hein. Après ici, entouré ou pas dans la réponse, ça ne posait aucun souci. Il fallait rentrer R en tout cas. D'accord? Très bien. Voici pour cette... Alors, voilà, le Scratch, c'était facile. Vous voyez, on va quand même embêter depuis la 6e avec des trucs quand même largement plus compliqués que ça. Et comme je vous disais, le Scratch au brevet, c'est quand même assez facile. Mais attention, ce que vous avez appris en Scratch, ça vous servira l'année prochaine au lycée, puisque Scratch, on abandonne, mais on passe au Python, un vrai langage de programmation. Et tout ce qu'on a appris sur Scratch, évidemment, il a été fait surtout
pour préparer à ce Python du lycée. Bien, on a pressé la touche espace, dans cette question 4, et saisi le nombre 8 que renvoie le programme. Que renvoie le programme tout simplement? Le programme renvoie. Alors, il renvoie quoi? Au départ, R, bon, il prend la valeur x fois x. Puisqu'on a saisi le nombre 8, x vaut 8. Donc, il renvoie 8 multiplié par 8, auquel on ajoute 4 multiplié par x, c'est multiplié par 8, et auquel on ajoute encore moins 21. Donc, tout simplement, il renvoie ceci. Après, on peut soit le faire directement à une calculatrice. 8 fois 8 plus 4 fois 8 moins 21, voire même peut-être qu'on pourrait être encore plus précis, plus proche de comment travaille le programme marqué plus moins 21. Mais si on marque moins 21, c'est très bien aussi. Donc moins 21. Et on trouve donc 75. Et donc, tout simplement, ou alors on calcule, hein. Ou alors on marque 8 fois 8, on écrit 64, le 32 plus 4 fois 8, etc., etc. Et puis on calcule totalement pour trouver le résultat final. 75. Question 5, c'est la dernière. Alors là, pour donner un peu plus de place, c'était la question un peu plus délicate de cet exercice. Enfin, néanmoins, j'espère que beaucoup ont réussi à la faire. C'est quand même très classique. Hein. C'est un peu plus délicat parce que ça demande un peu plus de réflexion, un peu plus de mathématiques, mais ça reste quand même très 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 accessible et très classique pour une fin de troisième. Quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égal à l'aire du carré? Alors, c'est toujours pareil. Quel nombre doit-on choisir? C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est le nombre. Quel est le nombre qui va permettre à faire que l'aire du triangle soit égale à l'aire du carré? L'aire l'aire du rectangle, c'est x carré plus 4x moins 21. L'aire du carré, c'est x carré. À la base, vous voyez, c'est pas du tout égal. Donc on cherche une valeur pour le cas où ça ce serait égal. Donc c'est bien évidemment une équation qu'on va chercher. Une équation entre les deux aires finalement. Une équation qui dira dans quel cas est-ce que l'aire du rectangle sera égale à l'aire du carré. L'aire du rectangle, c'est quoi, on a dit? On a dit que c'était... on résout donc. On résout. L'aire du rectangle, c'était x carré plus 4x moins 21 égale l'aire du carré, c'est x carré. Alors évidemment, là on se dit x carré, dans les équations ici, on n'aime pas trop. Alors il y a plusieurs possibilités en troisième, lorsqu'il y a des x carrés. Soit on a des identités remarquables. Bon là on n'en voit pas trop. Mais peut-être que lorsqu'on va tout mettre du côté gauche, elles vont apparaître. Donc on peut essayer ça. Et après, on verra ce que ça donne. De toute façon, lorsqu'on n'a pas d'identité remarquable directement à faire ici, la technique c'est mettons tout à gauche. Comme ça, peut-être, ça permettra de faire apparaître une équation de produit, par exemple, avec un égal 0 à droite. On essaye. Pour cela, mettre tout à gauche, qu'est-ce qu'il faut? Il y a ce x carré qui de fait est mal placé. Donc, je vais donc réécrire mon équation. Moins 21 égale x carré. Et je vais donc me débarrasser de ce x carré ici en rajoutant moins x carré, évidemment, de chaque côté. Alors, évidemment, ici, les x carrés vont disparaître. Ce qui va me faire apparaître ici, il ne reste plus rien, donc égal 0. Et à droite, qu'est-ce que je vois? Je vois que là aussi, les x carrés disparaissent. X carré moins x carré disparaissent. Ce qui me fait obtenir 4x moins 21 égale 0. Je vais essayer d'effacer le petit grabouillage qui s'est fait. Hop là. 4x moins 21 égale 0. En fait, on n'a plus de problème maintenant de quoi? De carrés, parce que les carrés ont disparu, donc il n'y a même pas besoin de chercher une équation pour dire rien du tout. C'est une équation tout à fait normale, tout à fait basique. 4x moins 21 égale 0. Quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Toujours pareil, on met les x à gauche, les non-x à droite. Là, donc, ce qui est non-x, c'est ce moins 21 qui est là. Comment on se débarrasse de ce moins 21? Comme tout à l'heure, en fait, en rajoutant l'opposé de ce moins 21 de chaque côté, c'est-à-dire en rajoutant plus 21.
de chaque côté. Alors j'aurais pu faire également en même temps que le x carré, ça. Mais au moment où j'ai fait le x carré, j'ai essayé de mettre tous les x carrés à gauche pour voir si ça... Parce qu'à cause des carrés, si je pouvais pas après factoriser d'intérêt remarquable ou facteur commun pour arriver à une équation de produit. Donc mon but c'est d'avoir un égal 0 à droite. Donc mon but n'était pas de faire venir un 21 en fait. Je voulais garder un égal 0. Mais coup de chance, en faisant ça, les x carrés ont disparu. Donc je reviens à une équation tout à fait normale. Et donc là, forcément, mon but c'est de mettre le 21 de l'autre côté pour pouvoir terminer ma résolution habituelle. Donc j'obtiens maintenant, je me remets en feutre noir. 4x égale 21, parce que 0 plus 25 ça fait 21, et moins 21 plus 21 ça fait 0 également, évidemment plutôt que également. Donc j'ai 4x égale 21, et j'ai maintenant ce x à éliminer, non pas ce x, ce 4 à éliminer. Comment est-ce qu'on élimine un 4? Toujours pareil, en multipliant de chaque côté par un nombre bien choisi, ici évidemment 1 sur 4, l'inverse de ce 4. Ainsi, je peux simplifier par 4. Et il me reste plus que x égale 21 sur 4. Alors, je peux après passer en décimale, ça fait qu'on va faire 5,25. Ou garder directement x égale 21 sur 4. Donc, je préfère garder la fraction. Elle est simplifiée, elle est toute belle. Voilà. Donc, x égale donc 21 sur 4. Je peux après faire une petite phrase réponse. Quel nom doit-on choisir? Il faut choisir. Parce que là, on va pas marquer la solution de l'équation et parce que on a une vraie question quand même. En répondant plutôt à la question, il faut choisir x égale 21 sur 4 pour que les deux r soient égales. Après, je peux marquer aussi l'aire du carré soit égal à l'aire du rectangle, etc. Mais en mettant les deux r, ça me permettait d'écrire un petit peu moins de mots. Voilà pour cet exercice. Allez, on se retrouve de suite pour le dernier exercice. Dernier exercice, donc, avec la fuite d'eau. Donc, on a ici une vasque cylindrique et un robinet qui fuit à raison de 1 goutte par seconde. Alors, on vous donne peut-être des petits rappels, c'est sympathique. Puis on vous dit, première question, en raison de la fuite, montrez qu'il tombe 86 400 gouttes dans la vasque en une journée complète. Là, c'est excessivement facile, hein, puisque, qu'est-ce que vous savez? Vous savez qu'il tombe 1 goutte par seconde. Ben, il suffit de compter le nombre de secondes qu'il y a dans une journée. S'il y a 20 secondes dans une journée, il y aura 20 gouttes. S'il y a 3 milliards de secondes dans une journée, il y aura 3 milliards de gouttes. C'est assez facile. Alors, combien y a-t-il de secondes dans une journée? Ben, tout simplement, alors je marque donc le petit timbre. Dans une journée, voilà, dans une journée, il y a, alors il y a quoi? Il y a d'abord 24 heures. Ça, c'est facile. Et ces 24 heures, sachant que chaque heure, c'est 60 minutes, sachant que chaque minute, c'est 60 secondes, on obtient donc 24 fois 60 fois 60. On aurait pu aussi marquer 24 fois 3600. 3600 secondes en une heure, c'est assez connu. D'ailleurs, tout à l'heure dans l'exercice sur la transformation des mètres par seconde en kilomètres par heure, le 1 seconde égale 1 sur 3600 heures. On l'a pas vraiment expliqué, quoi. C'est une évidence. Tout le monde sait maintenant qu'il y a 3600 secondes dans une heure. Mais voilà, au pire, si on ne le sait pas, on a toujours ici le détail 60 fois 60. De toute façon, 60 fois 60. 60 fois 60, ça fait 3600. Hein. Alors, 24 multiplié par 60 multiplié par 60, on va trouver normalement ce qui prévoit, hein, à savoir 86 400 secondes. Le C, on voit presque pas, il est là. Donc,
il tombe 86 400 gouttes. Goutte, il n'y a pas d'accent circonflexe, ça goûte, je sais pas pourquoi. C'est le goûter qui, qui a un accent circonflexe. C'est pas pareil. Goutte en une journée. En une journée. D'accord. Alors, faut faire gaffe. Moi, j'ai vu des choses un peu pas bien mathématiquement du style une journée égale 86 400 gouttes. Non, une journée n'est pas égale à 86 400 gouttes. Si vous prenez un récipient de 86 400 gouttes, vous n'avez pas devant vous une journée. D'accord. Donc attention à ça. Dans une journée, il tombe 86 400 gouttes, mais ça reste pas égal. Il n'y a pas d'égalité entre les deux. C'est pas deux choses identiques. Calculer en litres, deuxième question, donc, calculer en litres le volume, encore parti, le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine en raison de la fuite. Alors, tout simplement, puisqu'on a trouvé le nombre de gouttes qui tombent en une journée, il va être assez facile de trouver le nombre de gouttes qui tombent en une semaine. Donc il tombe, on pourrait marquer donc si c'était pas dans la même, si c'était dans la même question. Bon, vu que c'est assez enfantin, pas la peine de redire le résultat précédent. Il tombe 86 400 multiplié par 7 égale 4 fois 7, 604 800. Alors c'est où? C'est 604 800 gouttes en une semaine. En une semaine. D'accord? J'ai eu quelqu'un qui m'a marqué x6 dans ce que j'ai corrigé. 6 jours de la semaine, quand même, c'est bizarre. Et 7, c'est pas marqué dans l'énoncé, mais c'est parce que c'est quand même supposé connu depuis longtemps. Donc 604 800 gouttes en une semaine. Attention, là on veut pas des gouttes, là on veut on veut des litres. On veut des litres. Alors sachant que c'est marqué ici. Oh là, m'énerve cette mise à jour du tableau blanc. J'arrête pas de faire des saletés. Alors, ici donc c'est marqué que, hop, 20 gouttes d'eau correspond à 1 millilitre. C'est-à-dire que toutes les 20 gouttes, on va avoir 1 millilitre. Donc ces nombres de gouttes, il va falloir simplement le diviser par 20 pour obtenir le nombre de millilitres. Donc, il tombe 604 800 divisé par 20 égale divisé par 20 30 240 millilitres d'eau en une semaine. Vous avez vu que dans l'énoncé, ils ont utilisé le L minuscule pour le litre, alors que depuis pas mal d'années, on utilise désormais le L majuscule, même s'il n'est pas dérivé d'un nom propre. Bon, pourquoi pas. Peut-être qu'on va revenir au L minuscule, je sais pas. En tout cas, ou c'est eux qui n'avaient pas vu qu'on faisait maintenant souvent avec le L majuscule. Je ne sais pas qui a raison. Nous verrons bien par la suite. Donc 30 240 millilitres, on l'a pas encore répondu, hein, puisqu'il faut avoir ça en litres. Ben, tout simplement, on convertit tout ceci en litres. 30 240, on le divise par 1000 pour obtenir des litres. Donc 30,24 litres d'eau en une semaine.
Voilà, donc petit 2, donc 30,24 litres d'eau. Voilà ce qui donc tombe dans cette vasque. Troisième question, montrer que la vasque a un volume de 18,85 litres arrondi au centilitre près. Alors là, allez, on va encore enlever tout ceci. Alors, regardons ici. La vasque, c'est quoi? La vasque elle a la forme d'un cylindre. Donc, tout simplement, on a besoin de la formule de volume d'un cylindre. En plus, ils sont gentils, ils nous l'ont redonné, la formule d'un cylindre ici, du volume d'un cylindre. Pi fois rayon au carré fois hauteur. Alors, est-ce qu'on connaît pi? Ben oui, c'est pi, c'est classique, c'est connu. Est-ce qu'on connaît le rayon? Pas totalement, on connaît le diamètre. Enfin, une fois qu'on connaît le diamètre, il n'est pas compliqué d'obtenir le rayon. Et est-ce qu'on connaît la hauteur? Oui, on la connaît, c'est 15 cm. On nous dit également que 1 décimètre cube, on nous rappelle que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Si je travaille tout ça avec des centimètres pour le diamètre et la hauteur, je vais tomber sur des centimètres cubes. Il faudra après que je convertisse ça en décimètres cubes pour obtenir des litres. Moi, ma préférence va être de tout convertir les longueurs en décimètres dès le début. Comme ça, mon volume sera de suite en décimètres cubes, c'est-à-dire directement en litres. C'est souvent plus simple de convertir les centimètres, les mètres, enfin les mesures linéaires, plutôt que les volumes. Donc, moi, je préfère faire comme ça. En plus, il faut expliquer pourquoi je vais obtenir 20 cm pour le diamètre. Donc, tant qu'à faire, autant le mettre. Alors, on a diamètre. Qu'est-ce que c'est, diamètre? C'est 40 cm. Donc, rayon, c'est, bon, allez, 40 divisé par 2 égale 20 cm. Si vous marquez 20 cm directement, je pense que ça passera sans problème. Hein. Et 20 cm, ça fait évidemment 2 décimètres. D'accord, n'oubliez pas, hein, votre truc. Mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Si vous avez 20 cm, on a bien 2 décimètres. Et on a aussi la hauteur qui, elle, fait 15 cm. Bah, directement, ça fait 1,5 décimètre. D'accord, 15 cm, c'est 1,5 décimètre. Bon, ça, évidemment, hein, c'est soit de tête, vous ne l'écrivez pas, et si vous l'écrivez, c'est au brouillon. Hein, vous ne mettez pas ça sur la copie. Donc, on m'a marqué ici, et on a, d'ailleurs. Comme ça, on voit bien que ce sont deux données. Donc, le volume alors, du cylindre, donc de la vasque ici, et, alors je vais l'appeler V, égale, alors la formule c'est quoi? C'est pi fois le rayon, c'est 2 au carré, multiplié par la hauteur, 1,5. D'accord? Ce qui nous fait donc égal, alors 2 au carré, donc 2 fois 2. Ah, j'ai raté mon 2 fois 2 là. 2 fois 2 multiplié par 1,5. 6 pi. Bon, je vais vite passer en valeur approchée, puisque de toute façon, c'est ce qu'on me demande ici. Donc, je multiplie ça par pi. Où est-ce qu'il est mon pi ici? Il est ici, hop. Ce qui me fait 18, alors, je suis en litres déjà, donc centilitres. Ça va donc devoir donner des centièmes de litre, donc 2 chiffres après la virgule. Donc 12,85. Moi j'ai 12,84 et après j'ai un 9. Donc parfait. Ça arrondit bien. 12,85 égale 12. On dit, qu'est 12? 18,85. Alors je vais quand même marquer décimètres cubes d'abord, parce que j'ai quand même tout mis en décimètres. Et donc j'ai bien 18,85 litres. Je suis bien un volume à peu près égal à 12,85 litres. L'évacuation de la vasque est fermée. Alors, bravo, c'était malin ça. Et le logement est inoccupé pendant une semaine.
l'eau va-t-elle déborder de la vasque? Alors, le volume d'eau qui tombe, c'est-à-dire les 30 litres et quelques, 30,24 litres, est supérieur au volume de la vasque, les 18 et quelques litres qu'on vient de calculer, donc l'eau va déborder. Et pas qu'un peu. L'eau va déborder. Dernière question. À la fin du 19e siècle, d'avoir remarqué, avant de passer à la dernière question, vous avez vu ici, je vois encore ici, il y a la masse 25 kg, c'est la masse donc de la vasque, qui n'avait aucune importance dans l'énoncé. C'est une information inutile qui était donnée comme ça et qui pouvait parfois perturber certains. C'est à vous à savoir quelle est l'information utile dans ce qui vous est donné. Ben, c'est un peu comme ici. À la fin du 19e siècle, la consommation domestique d'eau par habitant en France était d'environ 17 litres par jour. Elle a fortement augmenté avec la généralisation de la distribution d'eau par le robinet dans les domiciles. Elle est passée à 165 litres par jour et par habitant en 2004. En 2018, la consommation des Français baisse légèrement pour atteindre 148 litres d'eau par jour et par habitant. Calculer le pourcentage de diminution de la consommation quotidienne d'eau par habitant entre 2004 et 2018. On voit donc déjà que toute la partie 19e siècle, les 17 litres, n'interviennent pas du tout dans notre travail demandé. Alors on a quoi ici? Alors on a un pourcentage à rechercher. Il y a plusieurs manières de voir les choses, plus ou moins faciles. Alors, on veut comparer par rapport à 2000, par rapport diminution, donc par rapport à, c'était quoi les dates, je ne sais plus. En 2004, c'est 165 et après c'est 2018. Donc on va regarder par rapport à 2004. D'accord? Alors en 2004, on avait quoi en 2004? En 2004, on avait 165 litres. Et en 2018, on est passé à 148 litres. D'accord? Donc, quelle est la diminution? La diminution entre 2004 et 2018 est de combien? Elle est de 165 moins 148, c'est-à-dire 17 litres. Donc il y a 17 litres de moins là-dedans, dans cette période-là, entre 2004 et 2018. D'accord? C'est ça la diminution. La diminution, c'est 17 litres. Donc, on veut savoir donc ce 17 litres par rapport à ce qu'on avait en 2004, c'est-à-dire par rapport au 165, ça correspond à quel pourcentage? Alors, le plus simple, soit donc simplement de marquer ici le pourcentage de diminution est, alors la diminution est de 17, d'accord? Alors, peut-être pas marqué le pourcentage, on demande quoi? On a ce pourcentage de diminution. Alors, 17, c'est la diminution, divisé par la situation qui était celle-là en 2004, c'est-à-dire 165, parce qu'on compare par rapport à 2004, hein, par rapport à 165, on fait le calcul, 17 divisé par 165, donc c'est environ, on veut à combien? À l'unité près. Environ, attention à l'unité près de pourcentage, hein. Donc ici, on n'a pas encore l'unité près. Et donc nous, il faut aller à 2 chiffres après la virgule, parce qu'après en pourcentage, on va en perdre 2. Donc 0,10, parce qu'après il y a un 3. Donc 0,10. Et on note que je ne marque pas 0,1, hein. Je marque bien 0,10, parce que justement,
c'est pour bien insister sur le fait que je suis allé jusqu'à 2 chiffres après la virgule dans ma valeur approchée. Et 0,10, ça fait évidemment 10%. Donc c'est 10% de diminution d'eau entre 2004 et 2018. Et voilà, on a donc terminé ce brevet de juin 2022. Bon, j'espère que si vous l'avez passé, vous avez bien réussi. Et si vous allez passer en 2023, 2024, 2025, à votre tour, vous allez passer votre brevet, ben, j'espère que cet examen vous aura permis de voir un peu là où vous étiez au point et là où vous n'étiez pas au point. Et donc vous permettre de vous mettre au niveau pour aborder votre épreuve, votre brevet, dans les meilleures conditions. Allez, bonne journée à tous, bonnes vacances pour ceux qui le sont, tout dépend quand vous regardez la vidéo, et bonne continuation. Bye bye.